c'est pas la société française, et ça c'est mon désaccord principal avec Blanchard et compagnie, hein, c'est pas la société française dans son ensemble qui s'est portée en mouvement Chichari ou en Algérie. Hein. Même dans le cas de l'Algérie, où vous avez une minorité dans une colonie d'exploitation, une minorité européenne un peu moins forte que les autres, les deux tiers, on le sait maintenant, de cette minorité colonisatrice colons, sont des Italiens, des Maltais et des Espagnols. Les Français ayant été très peu nombreux, et dans l'ensemble, si on les place dans une position de maître dominant, je l'ai écrit à plusieurs reprises, ce sont plutôt de pauvres gens hein, qui se sont trouvés émigrés vers l'Algérie et où il est arrivé un certain nombre de valeurs, et en particulier le totalisme. Donc, vous voyez, faites attention, à l'heure actuelle, le discours sur le post-colonial, tel qu'il est mené en France maintenant, et avec des moyens intellectuels fort brillants, hein, il y en a quelques-uns qui bronchent tout de même. Si vous prenez Jean-François Bayard, hein, il a été invité, il n'ose pas trop dire que l'utilité, parce qu'il y a trois parties, il y a l'importation. Alors, première partie, la littérature comme révélateur, ça on bien. Deuxième partie, l'importation des post-colonial studies en France. Bon. Et c'est les deux là. Troisième partie, le continuum post-colonial, c'est-à-dire qu'on a une société française qui est post-coloniale, sur quoi je suis d'accord, mais pas par les modalités que nous dit en fonctionnant, en confondant ce qui s'est passé avant, après, etc. Alors, quelques mots sur l'origine, et Jean-Luc Racine aura sans doute l'occasion d'en parler, puisqu'il y fait allusion dans le numéro d'Hérodote, parce qu'il y a des dames indiennes qui sont illustrées particulièrement hein, dans cette affaire. Alors, le point de départ, c'est ce qui fait controverser. En fait, les Américains et les dames, parce que les dames disent que c'est elle qui, en fait, et dans l'article, il y a une manette, elle le signale, c'est trois Australiens qui, en 1959, vont employer le mot postcolonial pour désigner le virage qui s'était produit en Australie à propos des aborigènes. Jusque-là, on les tuait comme des lapins. C'était plus facile de tuer que les lapins parce que les lapins étaient plus petits. Je fais du cynisme méchant. Hein. Mais à partir d'un certain moment, les Australiens disent zut, c'est des êtres humains. Hein. Bon, et puis surtout, il y avait des choix géopolitiques. C'est que l'Australie voulait étendre sa protection sur toute une série d'archipels du Pacifique, et les autres disaient, mais oui, la façon dont vous avez traité vos aborigènes, ça ne nous donne pas confiance. Donc, du coup, maintenant, les aborigènes, c'est très bien, bon, tant mieux pour eux, hein, des concessions minières gigantesques, et du coup, ils meurent d'alcoolisme, parce qu'ils boivent leur... Mais c'est venu d'Australie. Alors, aux États-Unis, si on prend la version américaine, et la version diasporique, parce que tout est diasporique. Si vous voulez être un intellectuel estimé, il faut que vous soyez diasporique. Ça veut dire que vous êtes partout, hein, que vous causez évidemment anglais, et que vous pratiquez un sport qui n'est pas indiqué là-dedans, mais le sport de la citation. Avec Google, c'est très commode parce que vous pouvez faire citer des tas de gens que vous n'avez pas lus, et en échange, ils sont tout contents, ils vous citent. Et dans le standing universitaire, c'est pas inutile. Ça, c'est une méchanceté pas gratuite, mais rajoutée. Mais dans le livre des Anglais, ils le disent pratiquement. Alors, il y a une dame qui s'appelle Gayatri Chakravarti, qui est née un peu plus tard, en 1942, qui vit aux États-Unis faire une thèse. Bon, à ce moment-là, elle n'est pas du tout. Et si vous regardez Google, vous voyez un personnage de poids, hein, et elle
passe sa thèse, elle est dans une petite université de l'Ouest, à Saint-Paul. Hein. Et là, dans un canal universitaire, elle voit passer un compte-rendu du livre de Derrida, de la grammatologie. Elle se dit, il y a un commentaire, elle dit ça doit être intéressant, chose extraordinaire, elle le traduit, elle le fait publier. Comment un titre comme ça? De la grammatologie. Bon, alors, et c'est publié en 1976, hein, donc 3 ans après sa thèse. Alors, ce que je n'ai pas réussi à savoir, c'est comment elle sait le français. Elle l'a traduit. Et à partir de là, ça démarre. Alors moi, je me suis dit, bon sang, comme j'avais lu French Theory, en même temps, qu'est-ce que c'est que la grammatologie? Qu'est-ce que c'est que la grammatologie? Donc, j'ai été acheté chez Compagnie, on me disait quoi? Est-ce que vous avez la grammatologie? Moi, je me disais peut-être qu'ils ne l'ont pas depuis, puisque ça date de 67. Si, il l'avait. Hein. Donc, ça fait 445 pages. J'ai commencé à lire ça au début avec intérêt, sincère, puis après, comme je le dis, avec abnégation, parce que je voulais aller jusqu'au bout, et je confesse que ça n'a pas de rapport avec le postcolonial. Je ne dis pas du tout que Madame Gayatri a inventé ça. Maintenant, elle s'appelle Spivak, parce qu'elle est épousée un monsieur américain, donc elle a divorcé rapidement. Elle se fait dénommer Spivak. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en recoupant, en 73, et là, c'est sérieux, elle est venue faire aux États-Unis une thèse sur le grand poète irlandais Yeats, qui est mort en 1939 et qui est considéré, à juste titre, hein, comme l'âme de la renaissance intellectuelle irlandaise. En fait, il écrit en anglais, hein, d'où un problème, c'est un grand poète, d'où un problème pour lui, s'exprimer une âme irlandaise, principalement en anglais, parce que quand il écrivait en celtique, personne ne comprenait. Parce qu'il y a un problème tout à fait intéressant. Ce livre-là, elle l'a fait sous la direction d'un monsieur qui va être dans la bande des philosophes français, mais qui est belge, qui s'appelle Demant. Je ne me rappelle plus son prénom, Demant. Et c'est possible que ce soit Demant qui lui ait donné des idées à propos de la grammatologie. Possible, j'en sais rien. À moins que ce soit Demant qui l'ait beaucoup aidé à traduire la grammatologie. Qu'est-ce que c'est la grammatologie? C'est tout ce qui a rapport aux lettres, hein, aux syllabes, aux mots, aux syntaxes. C'est-à-dire, autant la grammatologie, c'est quelque chose de fondamental pour un linguiste, mais ce qui est curieux, c'est que ce terme, c'est désuet de grammatologie, est utilisé par Derrida. Et Derrida, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Eh bien, il dit qu'il veut étudier les rapports entre la langue orale et la langue écrite. Bon. Moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va expliquer que les peuples coloniaux ont été privés de langue écrite, etc. Pas du tout. C'est que, normalement, il commence à faire des réserves beaucoup sur les conséquences de l'écriture. Et puis son grand schéma, son grand texte de référence, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui, avec ses théories du bon sauvage, considère que si on apprend à lire, à écrire à des gens, alors là, ils vont tomber sous le coup du pouvoir, hein, ils vont être très malheureux, etc. Et que les gens qui ne savent pas lire et écrire, les peuples qui ne savent pas lire et écrire, sont parfaitement heureux. Ah, ils disent ça au XVIIIe siècle, je me suis dit, bon, mais enfin, les 2 tiers du livre sont sur Jean-Jacques Rousseau, plus un extrait de Triste Utrépide de Lévi-Strauss, où à propos des Lambicora, Lévi-Strauss, qui a vécu avec eux, dit « Ah, qu'est-ce qu'ils sont heureux de faire dans l'écriture !» Bon, ils sont femmes amazoniennes, bon, pas besoin. Et surtout, Lévi-Strauss dit quelque chose de tout à fait étonnant, mais il s'y attarde pas. Au fond,
non seulement ils n'ont pas d'écriture, mais ils n'ont pas de mots pour penser telle chose. Ah, bon, intéressant.